Si je vous disais qu'il était possible de parler de Mercier Hochelaga Maisonneuve et de la Révolution américaine dans la même phrase, est-ce que vous me croiriez? Probablement pas, mais ensuite, je vous poserai la question suivante. Avez-vous déjà entendu parler de la maison Allen Picard? Si vous n'êtes pas du quartier, vous me répondrez non. Mais si vous êtes du quartier, vous me répondrez peut-être. Tu veux dire le CPE maintenant situé aux angles des rues Mercier et Bellerive? La maison qui était autrefois située près du viaduc ferroviaire séparant Mercier d'Hochelaga Maisonneuve, avant que la ville de Montréal la déménage en 1970? Je vous relancerai en disant exactement, t'as raison. C'est bel et bien cette maison qui fut construite vers 1740 par l'agriculteur nommé Pierre-Joseph Picard. Et c'est à ce moment précis, dans toute votre éloquence, que vous allez me dire, mais Samuel, quel est le rapport entre cette modeste maison canadienne avec un toit à deux versants et percé de 4 petites lucarnes et la Révolution américaine? C'est une excellente question. Les plus futés d'entre vous ont peut-être déjà remarqué qu'il s'agit de la maison Allen Picard. Alors pourquoi le Allen? Qui est ce personnage? Vous écoutez Mémoire MHM. Aujourd'hui, on vous parle du colonel Ethan Allen, le patriote de la Révolution américaine qui a tenté, sans succès, de prendre Montréal le 25 septembre 1775, au début de la guerre d'indépendance américaine. Cet événement a comme nom la bataille de Long-Point. L'année 1775 marque le début de la guerre révolutionnaire. Mais ça fait une bonne dizaine d'années que les tensions sont considérables entre les 13 colonies et Londres. La guerre de 7 ans, qui s'est déroulée de 1756 à 1763, a offert de nouveaux territoires à la couronne britannique, dont la Nouvelle-France. Cependant, la guerre coûte aussi très cher, ce qui force Londres à adopter de nouvelles taxes qui sont, surprise, surprise, très impopulaires auprès des colons vivant en Amérique. Pendant une décennie, les colons vont protester, parfois de manière violente, pour contester cette taxe, mais aussi pour signaler leur manque de représentation au sein du Parlement britannique. Éventuellement, un groupe d'hommes d'influence des 13 colonies s'organise en 1774 pour coordonner l'opposition à la couronne britannique. Ce groupe prend le nom de Congrès continental et se rencontre pour la première fois à Philadelphie en 1774. Parmi ses membres, on compte entre autres George Washington de Virginie, John et Samuel Adams du Massachusetts et John Jay de New York. Au début, l'indépendance n'était pas une priorité pour ces hommes, mais en 1775, alors que les tensions atteignent leur apogée, que le roi d'Angleterre George III reste de glace face aux demandes des révolutionnaires, la violence devient inévitable. La guerre révolutionnaire commence donc officiellement au printemps 1775 à Lexington, au Massachusetts. Le Congrès continental se retrouve pour une deuxième réunion en juin 1775 et décide de former officiellement l'armée continentale avec George Washington à sa tête. À cette époque, le Congrès considère les implications stratégiques de libérer le Canada de la présence de l'armée britannique au nord. Il est d'une importance capitale pour eux de s'assurer de limiter la possibilité d'une contre-attaque des Britanniques venant du nord. La vallée du Saint-Laurent a donc une importance stratégique et contrôler la ville de Québec, là où le fleuve se rétrécit, devient un objectif clé du conflit pour les patriotes. Le Congrès est aussi conscient que les colons francophones, en tant qu'anciens sujets du roi de France, ont une mentalité indépendante, ce qui pourrait être utilisé en leur faveur. Un an plus tôt, en octobre 1774, le Congrès avait préparé le terrain et avait envoyé une lettre aux habitants de la province de Québec, les invitant à se joindre à leur cause. Dans cette lettre, on remarque que les membres du Congrès adoptent une position pédagogique, comme si c'était leur devoir d'expliquer aux habitants les avantages que leur offrirait un gouvernement continental. La lettre se termine ainsi. Que le Tout-Puissant daigne vous porter d'inclination à approuver nos démarches justes et nécessaires et à vous joindre à nous, et que lorsque l'on vous offrira quelques injures, que vous serez résolus de ne point souffrir, à ne pas faire dépendre votre sort du peu d'influence que pourrait avoir votre seule province, mais des puissances réunies de l'Amérique septentrionale. Il faut comprendre les dynamiques démographiques de la province de Québec. Certes, les habitants canadiens-français sont majoritaires, mais ce sont les riches marchands anglais qui détiennent l'essentiel du pouvoir. Vous connaissez peut-être James McGill, le fondateur de l'Université McGill, qui est alors l'un des plus influents membres de ce groupe.
Les autorités continentales ont donc fort à faire pour s'assurer de sécuriser le soutien de la population canadienne. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Roch Legault, professeur d'histoire militaire canadienne au Collège militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il m'a expliqué comment la Révolution américaine était perçue par la population canadienne-française. La réaction de la population francophone de province de Québec face à la Révolution américaine avant l'attaque du Fort Saint-Jean, c'est celle de l'attentisme. Comment tirer parti d'une situation qui est très, très confuse. Confuse aux États-Unis, enfin, ce qui n'est pas encore les États-Unis, confuse dans la province de Québec, Province of Quebec. C'est une population qui est au courant de ce qui se passe. Les campagnes du Québec sont au courant des troubles et c'est très rapide. Hein? C'est une question de semaines. Peut-être qu'on n'a pas d'Internet. À l'époque, c'est certain. Mais la rumeur va très vite et on est au courant qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se produire. Lorsque la Révolution américaine débute, le gouverneur de la province de Québec, Guy Carleton, a moins de 1000 soldats réguliers pour défendre son territoire. En raison de cette infériorité numérique et l'allégeance vacillante de la population canadienne-française, il n'a pas d'autre choix que d'utiliser une stratégie militaire passive. Vous rappelez-vous, en début d'épisode, j'ai mentionné que les Patriotes utilisaient la propagande pour allier le plus de gens possible à leur cause? Un de ces agents de propagande envoyés par le comité de correspondance du Massachusetts est un certain John Brown. Sa tâche principale est d'inviter les marchands anglais de Montréal et de Québec à envoyer des délégués à Philadelphie et rejoindre la rébellion. Les autorités de la province de Québec sont bien conscientes qu'une guerre de propagande se dessine. Il est difficile pour eux de contrôler les manigances des Patriotes sur leur territoire. Cependant, ils doivent absolument pivoter et s'assurer que la population francophone, tout récemment conquise, ne décidera pas de supporter les Patriotes. Dans le but d'inciter la population francophone à rester fidèle au roi d'Angleterre, l'évêque brillant de Québec a écrit un mandement pressant la population d'ignorer la propagande américaine, mais surtout de continuer à servir le roi qui venait tout juste de leur accorder plusieurs privilèges dans l'Acte de Québec adopté plus tôt. Cette prise de position vaudra à l'évêque d'être caractérisé de traître par la majorité de la population. Voici un extrait de cette proclamation. Vos serments, votre religion vous impose une obligation indispensable de défendre de tout votre pouvoir, votre patrie et votre roi. Fermez donc, chers Canadiens, les oreilles et n'écoutez pas les séditieux qui cherchent à vous rendre malheureux et à étouffer dans vos cœurs les sentiments de soumission à vos légitimes supérieurs que l'éducation et la religion y avaient gravés. Lors de mon passage au Collège militaire de Saint-Jean, j'en ai profité pour demander à M. Legault quelle classe sociale de la population va se ranger derrière Guy Carleton et l'évêque brillant. Le clergé est la classe des propriétaires terriens, les seigneurs, les gens qui ont l'habitude de servir les gouvernements constitués, les groupes sociaux qui gagnent et maintiennent leur rang sociaux dans l'armée et dans l'administration, c'est sûr et certain, ceux-là sont du côté de Guy Carleton et voient ce qui se produit dans le Sud avec grande appréhension. Martin Paquet, professeur au département des sciences historiques de l'Université Laval, nous explique dans quel contexte la population canadienne-française tente de survivre suite à la guerre de la conquête. Bon, il y a un contexte qu'il faut bien comprendre pour la période entre 1759 et 1776. Donc, c'est le contexte, évidemment, des séquelles, des retombées de la guerre de 7 ans dans la vallée du Saint-Laurent. Et ça, c'est un contexte qui est particulièrement important parce que, évidemment, vous avez eu des opérations militaires à partir de 1759, la fameuse bataille des Plaines d'Abraham, jusqu'à la capitulation de Montréal en 1760. Donc, il y a la population qui vit sur place, c'est une population qui a connu une situation de guerre. Donc, il y a des fermes qui ont brûlé, il y a des récoltes qui ont été détruites, il y a un habitant
sur 7 qui meurent. Mais... C'est dans ce contexte que le personnage principal de notre histoire, Ethan Allen, est envoyé dans la province de Québec. Né en 1739 à Coventry, au Connecticut, Allen sert dans l'armée coloniale durant la guerre de 7 ans. Lorsque la Révolution éclate, il se retrouve à la tête d'un groupe de miliciens situé au Vermont, appelé les Green Mountain Boys. C'est à la tête de cette milice, et assisté du général Benedict Arnold, qu'il réalise la première victoire offensive de la guerre révolutionnaire américaine en prenant le fort Ticonderoga. Bien que peu connu aujourd'hui, ce fort avait une importance capitale à l'époque. Ce succès militaire n'a pas nécessairement permis à Allen de grimper les échelons dans l'armée continentale. À ce moment, le général Schuyler, qui s'occupe de planifier l'invasion de la province de Québec, écrit une déclaration promettant que l'armée américaine sécuriserait les droits de tous les Canadiens, peu importe leur religion, et qu'elle protégerait aussi leurs propriétés. En plus de propager ces paroles, Allen doit aussi essayer de recruter les tribus autochtones autour de Montréal. Au mois de mai 1775, il écrit même une lettre au Congrès provincial de New York, suggérant ceci. « Avec 1500 hommes et une artillerie adéquate, je vais prendre Montréal. » Suite à cette déclaration d'Ethan Allen, j'étais curieux de savoir l'opinion du professeur Legault sur l'état des défenses de Montréal. D'abord, elles sont pas très bien entretenues durant ces années après la fin de la guerre de 7 ans. Mais surtout, la Révolution américaine ne présente pas, du moins en 1775 et 1776, les caractéristiques d'une guerre européenne. Donc, il n'y a pas d'instrument de siège. Les rebelles n'ont pas d'artillerie de siège comme telle et n'ont pas d'ingénieurs capables de creuser les tranchées et de faire une approche des murailles et ensuite de poser des bombes qui vont permettre une des ruptures des murailles, des murs. Alors, ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce qui est peut-être important, ce n'est pas tant le niveau morphologique que les défenseurs qui sont à l'intérieur. Donc, s'il y a plusieurs centaines de défenseurs, comme c'était le cas lorsque les Américains approchent, c'est la meilleure garantie d'une résistance de Montréal. L'approche que vont adopter les rebelles pour Montréal, c'est celle de tranquillement s'approcher, d'essayer d'obtenir des collaborateurs autour, d'obtenir des espions, du renseignement par la voie des espions, par le truchement des espions, et ensuite de tenter d'investir la ville par des coups de main. Alors, c'est la chose à faire, c'est la façon de faire parce qu'on n'avait pas les armes de siège et surtout la façon d'utiliser ces armes de siège-là. C'est dans ce contexte que notre cher Ethan, avec une garde d'environ 80 hommes, rencontre le Major Brown, tel que mentionné plus tôt, qui était un autre officier mandaté de rallier les Canadiens à la cause américaine. C'est ensemble qu'ils auraient concocté un plan pour prendre Montréal. Le plan est le suivant. Ethan Allen traversera le Saint-Laurent à la hauteur de Longueuil par le courant Sainte-Marie vers Longue-Pointe durant la nuit du 24 septembre. Brown, lui, traverse environ 200 hommes plus au sud. La raison pour laquelle les deux hommes décident d'attaquer avec une centaine d'hommes, alors qu'Ethan Allen avait plutôt suggéré qu'il avait besoin d'environ 1500 soldats, demeure un mystère, car il n'en parle pas dans son mémoire. Il a tout de même tendance à agir sans nécessairement avoir l'accord de ses supérieurs. Il avait fait le coup plus tôt au fort Ticonderoga. Ce pari lui avait été bénéfique, on peut donc supposer que sa confiance est gonflée à bloc. Les deux groupes doivent se retrouver le matin du 25 septembre et attaquer ensemble Montréal. La traversée d'Allen est complexe, car il peut seulement faire traverser un tiers de son armée à la fois en raison d'un manque de canaux. Imaginez la situation digne d'un film de Mission Impossible, version 18e siècle. Vous devez traverser le Saint-Laurent au beau milieu de la nuit, sans être détecté à bord de canots volés à Longueuil. Allen et ses hommes réquisitionnent des maisons dans le village de Longue-Pointe, aujourd'hui Mercier, où passe le pont-tunnel de l'autoroute 25. Ils s'y cachent et assurent des patrouilles pour éviter qu'un messager avertisse les troupes de Carleton à Montréal. Selon le journal d'un citoyen nommé Simon Sanguinet, le gouverneur Carleton ignorait qu'Ethan Allen était aux portes de la ville jusqu'à 9 h le 25 au matin. Ce qui veut dire que la traversée nocturne d'Allen et ses hommes fut un succès. C'est un cultivateur nommé des Hôtels qui, en allant vers sa terre le matin, aurait aperçu les patriotes cachés dans les maisons. Il courut avertir les autorités de la ville qui firent battre la générale.
Comble de malheur pour Ethan Allen, au matin, il n'a aucune nouvelle de son homologue Brown. On ignore encore aujourd'hui pourquoi celui-ci n'a jamais traversé le fleuve. Même Ethan Allen, dans ses mémoires, ne le mentionne pas. L'hypothèse la plus plausible est qu'il n'ait pas pu trouver assez d'embarcations pour traverser. Allen fait alors face à un dilemme important. Sachant qu'il n'a pas les renforts nécessaires, s'il décide d'attaquer, il sera sûrement perdant. S'il décide de battre en retraite, je vous rappelle qu'il ne peut faire traverser qu'un tiers de son armée à la fois, et donc il ne veut pas avoir à choisir. Il décide d'embusquer les troupes britanniques et d'envoyer un messager chercher des renforts à l'Assomption, auprès d'un certain Thomas Walker, un riche marchand qui supportait la cause des Patriotes. Allen avait une force d'environ 110 hommes, dont 80 étaient des Canadiens. Du côté des Britanniques, ils auront seulement 30 soldats réguliers, mais ils peuvent compter sur le soutien de 300 miliciens canadiens. Les hommes d'Allen se replient dans une maison et une grange et commencent à tirer. Rapidement, ils sont encerclés par les troupes de la couronne. Plusieurs hommes d'Allen, prévoyant qu'une victoire est improbable, décident de prendre la fuite. La défaite est désormais inévitable. Pour ce qui est de Thomas Walker, il est informé de la défaite d'Allen alors qu'il se trouve à la hauteur de Pointe-aux-Trembles avec environ 100 hommes. Il rebrousse chemin et sera plus tard arrêté par les autorités britanniques. Finalement, Allen et 31 de ses hommes se rendront. Les Britanniques font exécuter 13 Canadiens parmi les prisonniers. Pour ce qui est d'Allen, il sera emprisonné pendant plusieurs années dans les bateaux anglais. Il sera même détenu à Londres avant de retourner aux États-Unis après la guerre. Si vous le permettez, puisqu'on est en gagne, je m'en vais vous parler des gens de la campagne. Je suis un habitant, il n'y a pas de mal à ça. Les petits Canadiens, on les embête pas. Les petits Canadiens, on les embête pas. Les petits Canadiens, on les embête pas. Le professeur Legault, grâce à son expertise sur l'histoire militaire, m'a expliqué comment le gouverneur Carleton a dû s'y prendre pour gérer cette milice. Lorsque les Britanniques gèrent la province, il n'y a que Guy Carleton qui va commencer à s'intéresser un peu à mettre de l'ordre dans la milice, mais sans jamais la prioriser. La raison est simple. Si vous mettez en état de combat une milice, il faut que vous vous assurez qu'elle soit de votre côté. Or, rien n'est moins sûr. En 1768, 1769, 1770 encore, là, il y a seulement 10 ans, en 1770, que cette guerre terrible s'est terminée pour le Canada français. Donc, on néglige beaucoup la milice du côté britannique. Guy Carleton, 1770, 1771 et 1772, en dépit des autorités britanniques, va tenter de comprendre les Canadiens et souhaiter que s'il a besoin de ces miliciens-là, que presque instantanément, ils vont se lever et respecter une tradition. Néanmoins, ça ne se produira pas. En 1775, lorsque les troupes débutent en avril puis en mai 1775, Carleton rapidement va donner des commissions de milice, c'est-à-dire reconnaître qu'un habitant d'une paroisse a un grade d'officier, qu'il soit sergent ou lieutenant ou capitaine. Mais il n'y a pas le temps d'en donner beaucoup. Et est-ce que les habitants à ce moment-là sont autorisés ou... Oui, ils sont certes autorisés, mais est-ce qu'ils veulent les obtenir? Ça signifie que si vous acceptez les commissions de milice, que vous prêtez serment, là, vous êtes loyaux à la couronne. Est-ce que vos pères dans votre village, dans votre rang, veulent aussi que vous ayez cette autorité-là? C'est pas évident. Donc, les commissions, on les accepte pas nécessairement et de toute façon, elles sont en nombre très limité. Et l'organisation comme telle, la réglementation qui entoure la milice n'est pas là. Donc, on n'a pas revisité cette milice-là, son organisation. Et c'est pour ça qu'en mai 1775, lorsque les troupes arrivent aux portes de la province de Québec et dans la province of Québec,
qu'on est pris au dépourvu et que Guy Carleton, le gouverneur, demande la levée des milices, mais elle s'effectue dans un chaos total. Et donc, en 1775, lorsque le fort Saint-Jean est attaqué là, parce que les troupes ennemies se dirigent vers Montréal, le fort est vide dans un premier temps, ce qui permet aux Américains et à Ethan Allen et Benedict Arnold de faire des gains politiques chez leurs collègues américains. Mais lorsque les choses deviennent sérieuses, Carleton vient à Montréal en 1775, envoie des troupes à l'avant à Saint-Jean. Les miliciens qui sont là, qui vont être dits volontaires, les soldats miliciens, les miliciens comme tels, sont minoritaires. Il y a davantage de messieurs, d'anciens nobles, de bourgeois, de fonctionnaires que de véritables miliciens pour protéger Saint-Jean aux côtés des troupes britanniques. Le bilan de la bataille de Longue Pointe est assez modeste. 5 morts et 10 blessés pour les troupes d'Allen, alors que les Britanniques perdent 2 officiers et 1 soldat. Le gouverneur Carleton, qui avait de la difficulté à recruter des miliciens, se réjouira de la tournure des événements. Lorsque la nouvelle atteint les paroisses autour de Montréal, on estime que 1200 miliciens décident de rejoindre le camp des Britanniques. Montréal dispose désormais d'environ 2000 hommes pour se défendre. Cependant, pour Carleton, les troupes ennemies ne sont pas très loin, sous les ordres du général Montgomery à Saint-Jean-sur-Richelieu. Faute d'avoir assez d'informations sur la position de Montgomery, et surtout craignant de se faire embusquer, Carleton choisit sagement de rester à Montréal et de fortifier les défenses de la ville. Malgré cela, quelques semaines plus tard, les troupes américaines feront leur entrée sans aucune résistance à Montréal, alors que Carleton décide stratégiquement de fuir vers Québec in extremis. L'invasion du Québec se termine le 31 décembre à Québec, alors que les forces britanniques, aidées de plusieurs miliciens canadiens, repoussent les troupes épuisées de l'armée continentale. Ce sera le début de la fin de l'invasion du Québec, la première initiative militaire de l'armée continentale. Bien que peu connue dans notre histoire et celle des États-Unis, la bataille de Longue Pointe a eu un impact plus important que l'on pense sur notre histoire collective. Avez-vous imaginé être un fermier à Longue Pointe et voir débarquer des Bostonnais chez vous au beau milieu de la nuit? La défaite d'Ethan Allen a fait pencher une partie de la population canadienne qui était ambivalente du côté des autorités britanniques. Certes, la ville de Montréal va capituler quelques semaines plus tard, mais le soutien populaire et surtout l'augmentation du nombre de miliciens suite à l'intrusion d'Ethan Allen est un élément déterminant dans l'éventuelle victoire à Québec remportée par Carleton au mois de décembre 1775. Cette victoire mettra officiellement fin à l'offensive de l'armée continentale dans le territoire de la province de Québec. La bataille de Longue Pointe est un événement fascinant dans notre histoire pour lequel il reste encore beaucoup de questions sans réponse. Pourquoi le Major Brown n'a-t-il pas traversé? Et que serait-il arrivé s'il l'avait fait? Pourquoi Ethan Allen a décidé d'attaquer avec une poignée de soldats? Serions-nous aujourd'hui des citoyens américains si un fermier n'avait pas averti les autorités après avoir aperçu les soldats d'Allen cachés dans une maison de Longue Pointe? Chose certaine, pour George Washington, il y avait une place pour la province de Québec dans son projet révolutionnaire. Voici un extrait de la lettre du général George Washington écrite au peuple du Canada en novembre 1775. Venez donc, mes chers confrères, unissons-nous dans un nœud indissoluble, courons ensemble au même but. Nous avons pris les armes en défense de nos biens, de notre liberté, de nos femmes et de nos enfants. Nous sommes déterminés de les conserver ou de mourir. Nous regardons avec plaisir ce jour peu éloigné, comme nous l'espérons, quand tous les habitants de l'Amérique auront le même sentiment et goûteront les douceurs d'un gouvernement libre.
Vous venez d'écouter Mémoire MHM. Merci beaucoup à Roch Legault et Martin Paquet pour leur expertise. Merci à l'équipe du podcast Olivier Dufresne et Mathieu Mazot et à Clovis Lamort pour la musique. Je m'appelle Samuel Bernard, je vous souhaite une excellente journée, gros câlins et petits bisous.